Salut Aude, c'est parti pour un nouvel épisode à tes côtés, le deuxième de notre série qu'on enregistre. Dans le premier, on a parlé pas mal de ta quête un peu, on pourrait dire ton éveil spirituel aussi à tes 12-14 ans, et puis cette quête qui t'a amené à aller en Orient, à faire des études de sinologie, à te passionner pour toutes ces cultures orientales, et puis ensuite de revenir en Occident et d'y apporter aujourd'hui ce que tu y as trouvé en Orient et ce qui a guéri en partie des souffrances à l'intérieur de toi, ton hypersensibilité, ton hyperempathie et tout ce qui venait te faire souffrir. Aujourd'hui, tu aides les personnes comment de tout ce que tu as appris pour toi dans ces cultures autour de ce monde et ce tour du monde pour toi. Comment tu les mets au service aujourd'hui des personnes que tu accompagnes? Alors, je dirais qu'il y a surtout une perspective qui est peut-être différente, déjà du fait que je suis une thérapeute, je me dis intégrative, parce que je réintègre en fait différentes dimensions de l'être, qu'elles soient cognitives, émotionnelles, spirituelles, même transpersonnelles, c'est-à-dire de l'individu en lien avec l'univers qui l'entoure, en lien à sa raison d'être. D'évoluer sur cette terre, peut-être dans cette incarnation-ci, si on croit à différentes incarnations, etc. C'est pas enfermant dans des principes, mais je suis persuadée qu'on est vraiment des êtres multidimensionnels et que la guérison se passe aussi à des niveaux multidimensionnels et que grâce à la perspective ou la mise en perspective, le recul avec ses propres références culturelles, en allant embrasser d'autres, s'immerger dans d'autres sociétés, vivre avec les gens au quotidien, apprendre leur langue, etc. En particulier quand c'est d'autres familles de langues, des repères, des structures psychiques très différentes, une manière de penser complètement différente. C'est fabuleux déjà en termes de neuroplasticité parce que c'est comme si tu as une autre identité dans un autre continent. D'ailleurs, tu changes de nom. À Taïwan, où j'ai vécu pendant 5 ans, où j'ai fait tout mon terrain, mes études d'anthropologie, j'étais aussi assistante de recherche. J'étais tout le temps très occupée, tout le temps en train d'investiguer dans les milieux de la spiritualité contemporaine, le travail avec les groupes indigènes de Taïwan, etc., sur la guérison, la médecine traditionnelle, locale, etc. Donc oui, c'est très intéressant que tu embrasses une perspective complètement différente, parfois même opposée à celle dont tu es imbibé au départ. Et ça te permet après de rapporter une vision plus large, en fait, de ce qu'on appelle la réalité. Qui reste limitée, bien sûr. On est dans un corps incarné, donc on est limité par définition, parce que la conscience est bien plus large que ce qu'on peut percevoir avec tous nos biais. On est bien sûr limité, on peut pas voir ce qu'il y a derrière notre tête. Mais donc du coup, je pense que déjà de rapporter d'Orient, comme je disais dans la vidéo précédente, cette dimension, cette idée déjà que le monde spirituel déjà je pense, est présent. Le monde invisible aussi, comme je pourrais l'appeler, est quelque chose de fascinant à observer en Occident et en Orient, dans différentes sociétés, et en Occident au contraire, comme c'est quelque chose qui est très réprimé, jugé, on est tout de suite le wouhou du coin. Aujourd'hui ça commence à s'ouvrir, même des grands chercheurs, d'ailleurs les grands chercheurs avec une certaine intelligence émotionnelle, un esprit de synthèse, eux ont l'audace de faire des ponts interdisciplinaires et aussi à travers certaines dimensions différentes entre spiritualité, science, conscience, etc. Et donc pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'apporter cette dimension de bridging, de faire des ponts entre ces disciplines et entre ces différentes dimensions de l'être. Voilà. Donc tant dans le somatique, l'émotionnel, l'aspect cognitif, la compréhension de qu'est-ce qui se passe, même quand c'est un peu académique, mais oui. Mais si on peut pas mettre des mots sur les mots, MAUX évidemment, on va pas pouvoir non plus nommer
la douleur. On peut pas non plus construire en fait sa propre narration. On sait, hein, ça c'est une des choses qui est fondamentale dans l'efficacité thérapeutique, hein, qui est vraiment le sujet sur lequel je me suis intéressée le plus en anthropologie, la guérison et l'efficacité thérapeutique, ou l'efficacité symbolique également. Boris Cyrulnik en parle très bien de self-narrative, hein, la narration de sa propre histoire, comment on se raconte, comment on restructure en fait sa pensée autour de son cheminement qui passe forcément par des souffrances, par des obstacles, par des adversités, et l'histoire de comment on s'en relève. C'est la journée du héros, hein. Donc rien de nouveau depuis les Grecs, et comme c'est quelque chose aussi qu'on voit dans les sociétés collectives, hein, où les guérisseurs traditionnels vont souvent amener un mythe à la personne, et ils vont aider la personne à s'identifier au héros de ce mythe pour qu'il puisse faire son chemin de réparation et de guérison. En hypnose, typiquement, on utilise beaucoup justement cette dimension des métaphores. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elles parlent à l'inconscient et elles permettent de faire justement des analogies, de se reconnecter avec une dimension plus archétypale et symbolique, qui touche justement à ces mythes collectifs qui ont été là dans toutes les cultures. Hein. Nous, on les a passablement perdus en Occident. C'est même plus quelque chose qu'on apprend forcément à l'école, même si ce sont quand même nos racines. Hein. Et est-ce que oui, comment a commencé ton premier accompagnement, ta première séance, ça a débuté comment? Ça a été quoi le cheminement pour te mettre au service de ces personnes avec tout ce que tu as appris et ce qui t'a enrichi? En fait, donc, je pense que par essence, j'ai toujours été un peu cet enfant thérapeute qui a grandi, qui a toujours voulu se mettre au service des autres, hein, qui a toujours voulu soulager la souffrance. J'ai fait tout un cheminement pour sortir du rôle du sauveur pour devenir un aidant. Hein, quelqu'un qui peut aider, guider, montrer un chemin, accompagner sur le chemin, mais qui va pas le faire pour l'autre, évidemment, hein, comme on le fait quand on assiste quelqu'un ou quand on est emprisonné dans ces schémas selon Karpman, hein, du sauveur, victime, bourreau, etc. Donc pour moi déjà il y a eu tout un chemin pour me sanifier dans ce rôle, vraiment qui a été important. De prendre conscience, de me déconditionner du côté sauveur, commencer à prendre soin de moi d'abord, de m'honorer dans ma vérité. Donc ça, c'était aussi tout le chemin de réintégrer la dimension de l'hypersensibilité, des extrasensorialités, comme vivent de nombreux hypersensibles aussi, de me valider aussi dans toutes les duretés, hein, l'écart, le décalage qu'on vit avec son environnement, aussi souvent quand on est hypersensible, parce que c'est une réalité que c'est une grande minorité quand même. Les experts parlent de 15 à 20% maximum de la population. Et quand on parle des hyperempathes, c'est encore autre chose. Hein. Donc c'est encore un beaucoup plus petit pourcentage là-dedans. Donc pour moi, ça a été le départ, on va dire, officiel. Voilà, parce que quand je suis revenue j'ai toute ma vie fait une quête spirituelle, aussi thérapeutique. J'ai fait personnellement toute cette quête avec des tonnes d'approches, en passant par la psychanalyse, la psychothérapie, toute la kinésiologie, toutes sortes d'approches alternatives, le chamanisme, voilà, bref, you name it. Je pense que j'en ai parcouru un certain nombre. Et quand je suis revenue d'Asie, je me suis rapatriée, j'ai travaillé aussi avec pendant certaines années, un certain nombre d'années avec des réfugiés, des personnes issues d'immigration et beaucoup de réfugiés, et dont des réfugiés de guerre. Hein. Donc je voyais, j'étais formatrice d'adultes, anthropologue, et j'étais là pour aider ces personnes à s'intégrer professionnellement, mais aussi linguistiquement, puis aussi avec tous les codes culturels, etc. En Suisse.
Donc j'ai pu voir à quel point ces personnes étaient prises dans aussi des états de stress post-traumatique. Donc ça a été aussi vraiment pour moi la preuve même qu'on peut énormément comprendre de choses sur soi, comme on parlait du narratif, le self-narrative, l'histoire de son histoire, se la réapproprier. Ça veut pas dire partir dans un ego, s'identifier à fond là-dessus. C'est juste mettre des mots sur les mots, pouvoir recréer du sens. C'est une première partie du chemin. Après, il y a quand même un moment donné où il faut aller descendre dans le corps, dans l'émotionnel, pour aligner les choses. Parce qu'on voit qu'on peut énormément travailler sur soi, comme on dit beaucoup aujourd'hui. On peut aussi passer des années dans des monastères. Moi, j'ai rencontré des moines ou des gens qui ont vécu 10-15 ans dans des monastères, mais qui étaient toujours en grande souffrance, toujours enfermés dans des schémas souffrants, ou qui avaient des comportements extrêmement limitants et d'ailleurs extrêmement effrayants parfois, qui contenaient beaucoup de violence. Ça, ce sera un autre sujet à explorer, violence et milieu spirituel. Très intéressant, oui, effectivement, je pense. Voilà, bon, je redéfinirais la violence, violence symbolique, mais qui peut passer par des choses très dures aussi. Et on peut voir que à quel point on peut rester enfermé dans nos blessures, nos schémas répétitifs, une vision limitée du monde. C'est comme si notre corps, notre neuroception, selon Stephen Porges, c'est pas de la cognition, mais c'est de la neuroception, comment notre corps ressent, détecte des dangers et va réagir comme s'il partait au combat. On voit que ça peut rester actif au-delà de notre volonté, au-delà de nos efforts, au-delà de toute notre conscientisation. Voilà. Donc aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont fait très souvent un long chemin, qui ont un petit peu parfois tout essayé même, mais qui se rendent compte que il y a encore quelque chose qui doit se passer par et grâce au corps. Et que la libération, elle doit passer vraiment par un niveau plus cellulaire. Émotionnel, peut-être aussi, mais pas que. On voit bien avec aujourd'hui, bien sûr que c'est hyper à la mode, de parler de la régulation du système nerveux. C'est ce que je fais aussi, évidemment. Mais c'est directement aussi en lien avec la neuroplasticité cérébrale. Donc oui, tandis que j'accompagnais ces personnes réfugiées issues de pays en guerre, etc., que je voyais à quel point ils étaient pris dans ces états-là. Moi-même, je veux dire, j'ai aussi été j'ai pris conscience que dans la trentaine d'années, que j'avais une trentaine d'années, que j'étais aussi prise beaucoup encore, beaucoup dans ces schémas de répétition, de relations douloureuses, avec des gens qui ne pouvaient pas honorer, on va dire, voilà, une qualité relationnelle, voilà. J'étais prise dans des choses difficiles, tant dans la vie professionnelle que personnelle, privée. Et je voyais que j'étais dans des réactivités et que je faisais des choix de survie, comme si j'étais toujours cet enfant qui portait des charges, voilà, qui n'étaient pas les siennes, de soucis de survie. Donc moi-même, je l'ai vécu à travers dans ce cheminement, et j'ai voulu vraiment acquérir des outils certifiés pour pouvoir accompagner les gens, comme moi j'ai dû le faire pour moi, pour réintégrer en fait le corps en fait, on va dire la somatique comme guide. Voilà, comme guide de la régulation. Donc que ce soit à travers l'hypnose ericksonienne ou l'hypnostratégie plus orientée solution brève, approche stratégique brève de Palo Alto, ou l'hypnose même spirituelle que je pratique, donc c'est plus là en lien au transpersonnel. Voilà, ça répond encore à des questions un petit peu différentes suivant ce que cherche la personne, où elle en est dans son cheminement. Mais surtout aujourd'hui, là où je vois vraiment des magnifiques résultats pour des situations parfois très très aiguës et parfois aussi assez désespérées pour les personnes qui viennent, c'est le brain spotting
qui est une approche qui a déjà plus de 20 ans aux États-Unis, comme beaucoup de choses qui arrivent 20 ans plus tard en Europe, mais c'est un véritable boom en Europe aujourd'hui aussi, donc pareil. Et donc le Dr. Grant aux États-Unis qui a développé, en fait lui il dit même qu'il n'a pas créé, il a découvert le brain spotting. C'était un praticien en EMDR, un psychiatre. Et un jour, lorsqu'il travaillait avec une patiente, qui était une patineuse artistique, qui se préparait pour une compétition, et elle bloquait toujours sur son triple loop. Elle n'arrivait jamais à le faire. Et un jour, tandis qu'il faisait ses mouvements de sweeping, comme on fait en EMDR, donc c'est donc une thérapie pour la désensibilisation des traumas, l'EMDR, mais où c'est le thérapeute qui guide le rythme et qui guide les mouvements. Et le patient doit suivre, c'est comme s'il doit s'adapter. Bon. Et il a tout à coup, au lieu de suivre ses doigts, il a commencé à figer son regard sur un point très précis comme ça dans l'espace et ne plus bouger pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, il a pu voir qu'elle a commencé à avoir des tas de micro-réflexes facio-oculaires autour des bouches. On voit tout de suite quand la personne commence à processer, il y a plein de micro-réactions qui sont la plupart du temps inconscientes. Et en fait, elle a revisité des tas de sujets qu'elle avait déjà travaillé avec lui, mais dans des dimensions encore plus profondes. Comme si ça travaillait dans le cerveau encore plus profondément. Donc avec le brain spotting, on travaille vraiment là où sont encapsulées les mémoires traumatiques, c'est-à-dire au niveau, pour simplifier, reptilien et cerveau limbique et reptilien. Donc là où sont aussi les réactions, d'où les réactions qui sont plus fortes que nous, etc. Parce que c'est pas contrôlé par notre néocortex préfrontal. Et on suit comment? Il y a un laser rouge ou comment ça fonctionne ça Alors en fait, donc en EMDR on fait les mouvements, n'est-ce pas? Ou alors du tapping. On peut c'est les genoux, les épaules et puis les sons binauraux. En fait, il y a plusieurs aspects. En brain spotting, on travaille avec un point fixe dans l'espace. Alors on a différents types de techniques suivant ce que la personne amène. On va utiliser une technique plus ou moins différente, qui sera plus ou moins efficace. Par exemple, si la personne, on voit qu'il y a un brain lock, qu'elle est tout le temps, il y a peut-être des troubles obsessionnels compulsifs où elle est tout le temps en train de tourner en rond dans sa tête. Donc on va faire une technique qui va aller casser en fait l'anticipation du cerveau pour essayer de relancer la neuroplasticité. Donc on travaille en général avec un point oculaire fixe en brain spotting. Donc on travaille avec l'axe horizontal et vertical. Donc l'idée, il n'y a même pas de laser, c'est pas, il n'y a pas besoin de haute technologie. En réalité, c'est vraiment, c'est intéressant parce que les théories de Stephen Porges avec la théorie polyvagale qui a vraiment révolutionné et qui a permis vraiment de développer toute la dimension thérapeutique somatique où on remet justement le somatique à la base de tout, à l'écoute du somatique. Ça nous permet aussi de voir que toutes ces réactions sont vraiment liées à des programmes de survie archaïques qu'on porte tous. Et que à travers justement la vision, donc on sait que 50% de l'énergie du cerveau, plus ou moins, part dans les yeux, dans la vision. On peut bien imaginer que c'est pour la survie, dans la biologie évolutive, repérer les animaux, les dangers de loin. Mais les yeux, ça peut aussi être justement un support, de trouver des points d'ancrage visuel, comme on le fait avec justement les brain spots. Quand on trouve un brain spot, en fait, c'est justement un support pour la personne pour aller faire sa régulation. Pour donner aussi un exemple concret, quand tu racontes une histoire à quelqu'un, inconsciemment, tu vas aller tout le temps passer sur 3-4 points visuels différents, puis tu vas tourner de l'un à l'autre. Et on fait tout ça. On raconte quelque chose à quelqu'un, on a besoin de repères visuels dans l'espace qui sont en lien à la structuration de notre pensée, comment on raconte notre histoire.
Autre exemple, quand on a les yeux dans le vague pendant la journée, tout à coup, tu vois quand tu parles à la personne, mais elle est pas vraiment là. Elle est dans un état de divergence. C'est-à-dire, elle est partie comme ça, et elle est dans un état où elle se régule elle-même. C'est inconscient. Et dans cet état-là, il y a justement, on l'utilise aussi en brain spotting, cet état-là. On a le rythme cardiaque qui descend et le souffle qui ralentit. Donc, on a énormément d'accès à travers le système oculaire, le système nerveux oculaire. On a accès à différentes couches du système nerveux. Et dans une séance de brain spotting, ce qui se passe, c'est que on va chercher un brain spot, un de ces points supports dans l'espace, une fois que la personne nous évoque en fait sa problématique, ce qui la dérange. Vraiment quelque chose de récurrent, hein, parce que généralement c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Bon, ça peut aussi être des problèmes chroniques, des douleurs, hein, des troubles obsessionnels compulsifs, des peurs inexpliquées, des phobies, d'avoir des flashbacks aussi suite à un événement, un accident, voilà, des migraines, toutes sortes de symptômes en fait qui sont liés à une surcharge de stress qui a fini par déréguler le système. Hein. Moi, je parle souvent de l'effet de couche comme dans les avalanches, tu sais. Le système nerveux, pour moi, fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire un peu par palier. C'est-à-dire qu'on a plusieurs couches de neige qui vont se cumuler, et au bout d'un moment, une grosse neige arrive, et quand il y a une couche un peu plus faible que les autres, eh bien, le poids va faire que tout va tomber. Donc, on peut le voir aussi avec un exemple, c'est ce qui s'est passé évidemment pendant le Covid, avec la pression sociale qu'on a vécue. On a bien vu le nombre de personnes qui ont pété les plombs. Ouais. Et on a vu aussi qu'il y avait des personnes très fragilisées pendant cette période. Et moi, j'ai remarqué que c'était très souvent des gens qui avaient déjà un bagage traumatique assez important. Donc, on voit bien qu'il y a un phénomène quand même de cumul qui se passe. D'où l'importance de faire une régulation, en fait. Et qu'il y a rien qui ait une fatalité. Ça, c'est aussi important de le comprendre. C'est que je pense qu'on peut toujours, même quand il y a des cas désespérés, il y a toujours moyen d'aller recréer de l'espace dans le système. Donc ça se passe tant au niveau dans le cerveau, au niveau des connexions neuronales. C'est un petit peu comme si tout est extrêmement serré comme ça, il n'y a plus d'espace, c'est ce qu'on appelle les autoroutes neuronales, hein. Donc on voit pas d'autres options. Mais du moment qu'on commence à recréer un peu d'espace, d'ouverture, là, la personne commence littéralement à voir qu'il y a d'autres options et qu'elle est plus obligée de prendre l'autoroute. Ah, il y a aussi des routes de campagne, des routes secondaires, hein, et même peut-être elle peut aller à pied un bout sur un sentier. Donc, et avant, ces options-là existaient, mais elles n'étaient pas accessibles pour la personne. Donc, une grande partie de la réintégration, hein, de la guérison, de sortir du trauma, c'est justement de recouvrer une capacité à choisir par rapport à ça. C'est super ça ce que tu dis, effectivement, la capacité à choisir un autre chemin que celui traumatique habituel et de sortir de ça. Et toi, tu aides à régulièrement emprunter ce chemin parallèle, ce chemin différent qui ne prend plus l'autoroute neuronale pour, du coup, renforcer le nouveau chemin pour qu'il soit plus facilité. Et c'est le brain spotting qui t'aide à recoder ça, à remapper le cerveau en fonction du trauma et des déclencheurs émotionnels de la vie. En tout cas, par l'effet de régulation, on peut jamais savoir l'effet exact que ça aura sur la personne, parce que chaque personne vient avec une structure et des symptômes et un ensemble de symptômes différents, avec une histoire différente. On est des êtres qui portons une histoire. Et le brain spotting tient vraiment compte de ça. C'est vraiment une approche qui est neuro-expérientielle, qui est phénoménologique, c'est-à-dire on suit le système de la personne. C'est le système qui a sa propre intelligence et qui sait ce qu'il doit aller faire pour se réguler.
ça me rappelle ce que tes discussions avec Nathalie à ce sujet-là, et je la rejoins complètement. Le système a sa propre intelligence. Hein. Ça me rappelle l'anthropologue Jeremy Narby, que j'adore, un anthropologue indépendant qui a écrit Intelligence in Nature. Donc lui, il parle de cette intelligence commune à tout le vivant sur Terre, les végétaux comme les animaux, les humains, les enfants, tout le monde, on partage une intelligence qui est déjà intrinsèquement présente et qui permet une régulation naturelle, qui est notre état naturel en fait à la base. Mais avec notre environnement toxique, le stress, mais surtout toute la suppression qu'on fait, toutes les adaptations qu'on a dû vivre dans l'enfance, on interrompt en fait cette gestion du stress, comme on voit bien que les animaux peuvent librement faire dans la nature, hein, quand ils se font pas complètement bouffer. Quand ils ont une grosse peur et qu'ils peuvent s'échapper, alors ils peuvent réguler ce stress, décharger par exemple par des tremblements ou des cris ou je ne sais quoi, et ensuite ils se remettent en route et ils continuent leur vie. Nous les humains, on est des créatures, des mammifères très vulnérables parce qu'on passe tellement d'années dans l'enfance à être à la merci de ceux qui s'occupent de nous. Donc, pour garantir notre survie, on doit traverser de nombreuses adaptations, suivant les environnements, la famille dans laquelle on vit. Alors, dans certaines, c'est cool, tout se passe bien, globalement super bien. Et il y en a d'autres où ça peut être super hard. Parce que l'adaptation nous fait nous couper de nous-mêmes. L'adaptation engendre une censure, une forme de censure, où on doit comme encaisser quelque part un peu des coups symboliques qui nous dissocient de nous-mêmes. On apprend en fait beaucoup cette dissociation, d'autant plus qu'il y a très peu de cultures qui nous reconnectent au corps, qui nous apprennent l'écoute intelligente et consciente du corps. Il y en a très très peu. Ça c'est revenu avec la mindfulness. Et encore, Ouais. Mais c'est encore tout en chemin, effectivement. Et toi, c'est que nous, on a besoin de régulation émotionnelle régulière, mais on le fait pas, on le pratique pas, on n'a pas ces réflexes naturels comme les animaux, ou on les a oubliés. Et des pratiques comme le brain spotting nous aident à revenir réguler, libérer ce qui est accumulé comme les couches de neige dont tu parlais. Pour éviter qu'on s'effondre à un moment parce qu'il y a une couche supplémentaire et là, ça y est, patatras, quoi. Oui, tout à fait, on peut dire c'est ça, c'est que le système par sa propre intelligence, tandis que la personne évoque sa problématique, on va aller chercher ce point dans l'espace qui est en fait un miroir, qui va être un miroir au réseau de neurones dans le cerveau qui sont impliqués dans la mémoire en lien à ce qu'est en train de ressentir la personne. Par exemple, je parle d'une situation récurrente qui me dérange, j'arrive pas à mettre mes limites, je sais pas dire non, à chaque fois que je me sens opprimée, voilà. Donc je le sens là à ce niveau-là, dans ma poitrine, etc. Ça serre, c'est chaud, ça monte, ça commence à générer de la colère ou je ne sais quoi. Voilà, je vais chercher un point dans l'espace qui va vraiment être en lien avec ça, qui va peut-être même amplifier encore plus ma sensation, mon activation. Maintenant, on peut aussi travailler en ressources. Quand l'activation est trop élevée, on ne travaille pas en activation, on travaille avec une ressource. Donc, on adapte toujours, justement. Et donc, c'est vraiment... On accompagne en fait le phénoménologiquement, on accompagne ce qui se passe. Le thérapeute, c'est la queue de la comète, comme dit le Dr. Grant, et le client, la personne est la tête de la comète. Et c'est le système de la personne, son corps et non sa tête, son mental. C'est pas ça. On n'a pas besoin de comprendre. On a besoin de juste observer les phénomènes qui se passent. Une fois qu'on enclenche la régulation. Donc la personne, elle est fixée sur son point visuel, sécurisant. Voilà, on est aussi dans un lien, c'est vraiment une thérapie très relationnelle, d'accord, où il est fondamental de donner à la personne un espace de stabilité et de sécurité. C'est vraiment les deux conditions pour que un système puisse se réguler. Donc au fond, oui, la brain spotting, c'est une thérapie, c'est un exemple. Mais tu vois, Julien, si tu parles à un ami à toi ou une amie
ou ta conjointe, à qui tu peux tout partager, par exemple. Tu sais que tu vas recevoir de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance, du non-jugement. Elle va te permettre de faire cette régulation naturellement. Tu Ouais. vois? Ouais, effectivement. Et c'est ce qu'on vient chercher aussi souvent chez un thérapeute, praticien, praticienne, ce soutien, cette écoute, cette stabilité, cette sécurité, et peut-être aussi, tu vois, dans des espaces, et je l'ai vu chez des personnes que j'accompagne, beaucoup de gens se reconnaissent, enfin, on peut parler de spiritualité, on peut parler de sujets qui nous tiennent à cœur, on sent qu'on a un contenant qui va nous écouter avec attention et qui nous permet effectivement de décharger ou d'avoir une porte de sortie à tout ce qui était accumulé durant de nombreuses années ou peut-être au quotidien et qui fait qu'aujourd'hui les personnes on arrive à saturation, on arrive à des burn-out, on arrive à des maladies aussi qui s'engramment dans le corps à force d'émotions stockées quoi. Et ouais, le brain spotting va servir aussi à ça, avoir un espace où on peut effectivement se réguler si on n'a pas la chance ou l'occasion de l'avoir autour de nous. C'est pour ça qu'aussi on paye des personnes comme toi quoi. Voilà, il y a tout à fait. Et puis après, quand il y a aussi des symptômes plus aigus, plus récurrents, c'est vrai que nos amis sont pas non plus nos thérapeutes, quoi. On peut pas leur demander de jouer ce rôle-là, je veux dire chroniquement, n'est-ce pas? Ça va pour des petites choses, mais autrement, on devient vite un boulet. Donc, c'est très juste, c'est très important de dire ça, hein, effectivement, parce que c'est le rôle de thérapeute et pas forcément des compagnons ou des compagnes. Et non, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il faut aussi faire la part des choses. Il faut pas diminuer aussi l'impact que le stress dans notre société qui vit je veux dire, une cadence phénoménale aujourd'hui comparée à il y a 100 ans quand les gens vivaient d'une façon beaucoup plus lente, beaucoup plus simple, coupée de technologie, de distraction. Je veux dire, voilà, tu voulais une distraction, t'allais voir une peinture dans un musée, tu vois. c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Donc oui, c'est comme tu dis, c'est que on va aller rechercher à travers un événement, le système va aller réidentifier ce qu'il a pu associer à cet événement traumatique. Et par traumatique, on entend un stress tellement grand, tellement submergent qu'il impose la nécessité de se dissocier, c'est-à-dire de se couper de son ressenti pour pouvoir continuer à fonctionner dans la vie, à performer, à travailler, etc. C'est pour ça qu'on en a tous des traumas. Après, il y a aussi à dissocier, comme l'explique très très bien aussi le docteur Gabor Maté au Canada, qui est un de mes grands mentors, la dimension des big T trauma, small T trauma, les traumas ponctuels, circonstanciels, avec voilà une bombe qui nous arrive dessus, un tremblement de terre, une inondation, catastrophe, etc., un accident dans la rue, d'accord, ça c'est des traumas ponctuels qui bien sûr peuvent laisser de grosses marques, et on n'est pas égaux par rapport à comment ça va nous impacter. Mais on a aussi ce qu'on appelle les small T trauma, les traumas développementaux, qui sont aussi tout ce que l'on n'a pas reçu. Tout ce dont on aurait eu besoin, et là aussi on n'est pas égaux dans nos besoins, d'où justement le fait que je me spécialise avec les hypersensibles, parce qu'on sait qu'il y a des besoins qui sont quand même assez différents, et donc du fait de ne pas recevoir ou de ressentir encore plus fort les blessures, les maux, le rejet, etc. Tout ça, d'autant plus quand c'est chronique, quand c'est du développemental ou quand on je sais pas, dans aussi des cas de maltraitance, d'abus verbal, abus physiques évidemment, toutes sortes d'abus. Bien sûr que on emmagasine toutes ces choses-là, on appelle ça des capsules traumatiques. Et ces capsules se resserrent et au bout d'un moment, ça crée une telle saturation qu'on sort d'une zone de tolérance, c'est-à-dire où on peut encore gérer et absorber tout ça. D'où justement pendant le Covid, on a vu à quel point les gens qui étaient en dehors de cette fenêtre de tolérance, elle pouvait exploser. Voilà. Effectivement, c'est la grande explosion, c'est le grand traumatisme qui ressort et les impacts concrets et physiques est fort. Et pour terminer, tes accompagnements se font aussi très bien en visio. Alors le brain spotting n'a pas besoin de présence pour être réalisé. Pas du tout, en effet. En réalité, on peut parfaitement travailler avec le corps, la somatique, à distance. Moi, j'ai commencé, pour te répondre à ta première question, j'ai commencé à me lancer pendant le Covid pour soutenir des gens à travers l'hypnose notamment.
et la programmation neurolinguistique. Donc c'était mes 2 premières approches que j'adorais parce qu'elles étaient pragmatiques, elles apportaient vraiment des résultats, voilà, pour aider les personnes à désamorcer des choses, à atteindre leurs objectifs, etc. Donc je me suis lancée pendant cette période-là, et donc une grande partie de mes formations s'est faite en ligne. Toutes mes formations non, c'est pas vrai. La moitié de mes formations en brain spotting se sont faites en ligne. En fait, en tant que praticien, on travaille aussi ensemble en ligne. Donc oui, c'est vrai c'est un petit peu dommage. Il y a encore, je sais pas si c'est plus dans certains pays que d'autres, mais je remarque qu'il y a encore des gens qui sont dans une réticence de se dire, il vaut mieux que je voie quelqu'un en présentiel plutôt pour que ça soit plus efficace. Et c'est faux. Moi, je dis toujours, il vaut mieux que vous privilégiez la confiance et l'alliance thérapeutique, comme on appelle, hein, la confiance et le sentiment que vous avez, donc de sécurité, j'entends, un sentiment de sécurité, de bien-être, de confiance vis-à-vis d'un thérapeute, où qu'il soit, plutôt que d'aller chez un thérapeute juste parce qu'il est dans le quartier. J'en ai vu tellement, et j'ai pu voir que moi-même, c'est pas comme ça qu'on faisait des grands pas. C'était vraiment en s'entourant de bonnes personnes, et de mon expérience, du moment qu'on a une connexion qui est bonne, qui est ok, il y a vraiment aucun souci en termes d'efficacité. En Exactement. tout cas pour les approches que je fais. Et oui, et effectivement, tes approches, elles fonctionnent très bien. La preuve, tu as démarré aussi pendant la période du Covid où on ne pouvait pas rencontrer des gens, et beaucoup se sont aussi lancés dans ces moments-là dans l'accompagnement humain. Ça a été un grand mouvement de thérapeutes, de praticiens. Et aujourd'hui, c'est des personnes qui se sont lancées, qui développent vraiment bien leur activité en ligne et à distance. Et puis la technologie, elle est au service de ça. Aujourd'hui, effectivement, une bonne visio avec la qualité des téléphones, la qualité des fibres et compagnie, on arrive à avoir des super échanges et une vraie belle alliance thérapeutique, comme tu le dis. Et je terminerai l'épisode avec le fait que c'est aussi pour ça qu'on fait des épisodes longs, c'est pour créer cette sécurité, cette stabilité déjà en t'écoutant. Et vous allez voir qu'en écoutant les épisodes, ou même juste celui-ci avec Aude, il y a quelque chose qui se passe, et tout de suite la confiance va s'installer. Et c'est sur le long format, sur ces nombreux épisodes, qu'il y a quelque chose qui peut vraiment se poser. Et c'est là où on va pouvoir choisir les personnes au mieux. S'il y a les avis, oui, mais il y a aussi comment cette personne, quand je l'écoute, elle vibre en moi. Est-ce que son histoire me parle? Est-ce que sa pratique me parle? Comment elle en parle? Quel est son savoir? Quel est son environnement? Et je trouve que voilà, c'est très chouette en 2 épisodes qu'on a fait déjà. On voit tout à fait d'où tu pars et qu'est-ce qui vibre de toi. Donc je trouve ça très riche, et merci pour ces beaux partages. Et ce n'est que le début de l'aventure. Bien, merci à toi pour tes précieuses questions. Et en tout cas, voilà, on va terminer cet épisode. Qu'est-ce que tu veux dire pour terminer, Aude, et clôturer ce 2e épisode ensemble? Peut-être que pour résumer, disons, l'idée dont on parlait, hein, par rapport à, puisqu'on parlait déjà de l'aspect des états de stress post-traumatique, des différents types de traumas, et de l'approche du brain spotting, hein, qui est une méthode. Il y en a plein d'autres, hein, j'entends. Mais c'est que comprendre ne suffit pas quand le corps reste en alerte. Et que quand on est bloqué dans des états d'hypervigilance, de survie, de suradaptation, comme c'est le cas chez mes clients en général, il y a vraiment un chemin à faire pour se reconnecter au corps, pour s'autoriser aussi cette reconnexion, parce que ça veut dire aussi réapprivoiser, en fait, retrouver le langage du corps. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés. J'ai eu récemment une cliente qui m'a dit vous allez voir, moi je suis désespérée, je veux absolument encore me laisser une chance avec cette technique de brain spotting, mais vous allez voir, on m'a dit plein de fois que je suis déconnectée du corps. J'ai pas vu un seul problème pour elle de se connecter à son corps. Elle était présente tout du long. Au contraire, je pense qu'elle était bien plus présente que beaucoup de personnes, puisqu'elle avait des douleurs chroniques quotidiennes. Donc, en fait, on peut recevoir des tas d'injonctions, de croyances. Moi, dans ma vie, on m'a dit des tonnes de fois
Et ça, c'est des choses qui me mettent en colère et j'essaie de déconstruire ça aussi pour mes clients. C'est une des choses que j'ai ramenées d'Orient. C'est de pouvoir aussi mettre en perspective ces croyances qu'on nous instigue, même à travers dans les milieux thérapeutiques et spirituels, et qu'il faut garder toujours à distance et vérifier par rapport à notre autorité intérieure. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Est-ce que ça me parle ou pas? C'est pas on m'a dit ça donc ça doit être vrai. Non. Parce que ça c'est comme si ça rajoute une couche de limitation, en fait, de frein. Donc cette cliente, elle était parfaitement capable d'être en contact avec son corps. D'ailleurs, elle a eu des résultats super encourageants en déjà 2 séances. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose dont il faut se méfier. Moi, on m'a dit plein de fois, ah mais vous êtes pas ancré. Alors je vois pas tellement comment on va faire un master en chinois à l'autre bout du monde, s'intégrer dans une société complètement différente, faire 3 jobs en parallèle à ses études, etc. Si on n'est pas ancré, je crois pas qu'on puisse vraiment faire ça. Donc, vous voyez, tu vois, il y a plein je pense, d'injonctions qu'on peut nous servir, et qui sont vraiment à mettre à distance. Donc, moi, j'invite vraiment les gens dans leur parcours, avec tout le monde, avec moi comme avec de n'importe qui d'autre, de garder vraiment leur autorité au centre d'eux-mêmes. Toujours. Exactement. Et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce que propose Aude, de lui envoyer un message. Il y a tous les liens dans la description, de regarder ce qu'elle propose et puis d'échanger, de faire un rendez-vous découverte, de parler un petit peu autour d'un coup de fil. Ça aide beaucoup aussi à sentir si c'est adapté pour vous ou de rassurer votre état et votre autorité intérieure et de l'écouter au mieux. Et les vidéos seront aussi à ce service. Merci beaucoup Aude, c'est précieux tout ce que tu nous as partagé et puis on continue l'aventure. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour nous proposer aussi des questions qui nourriront nos épisodes, mais il y a tellement de choses à partager, c'est très riche ton univers que je ne manquerai pas d'idées, mais n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez qu'on développe en profondeur. Merci Aude et puis à très bientôt. Merci Julien et au grand plaisir de te revoir. Yes, ciao tout le monde.